Première vague migratoire, les Germains. Germain n'était pas un nom que les tribus conquérantes scandinaves portaient à leur arrivée. C'était le nom général sous lequel étaient désignés, par les Romains, tous les habitants de la Germanie. C'était une contrée de l'Europe centrale, bordée au nord par la mer du Nord et la mer Baltique, à l'est par la Vistule en Pologne, au sud par les Carpates et le Danube, et à l'ouest par le fleuve Rhin en Allemagne. Le Danube et le Rhin formaient également la frontière entre la Germanie et la Gaule transalpine. Les Romains appelaient Galli ou Gaulois les peuples de race celtique qui habitaient l'Italie du Nord, la vallée du Danube et le pays entre le Rhin, les Alpes et les Pyrénées. Ces nations se désignaient elles-mêmes sous le nom de Celtes. Les Celtes étaient des métis blancs-jaunes qui s'installèrent en Europe au deuxième millénaire avant notre ère. Ils avaient d'autres dénominations, Kimri, Cimbre et Teuton. À partir de 300 avant notre ère, plusieurs tribus scandinaves, donc norvégiennes, envahirent le Danemark des Celtes, les terres inconnues de l'Allemagne centrale et occidentale, les Pays-Bas, puis, en traversant le Rhin, pénétrèrent dans les terres que les Romains nommaient Gallia ou Gaule. Elles formèrent les nations dites germaniques, que ces mêmes Romains appelaient barbares. Au 1er siècle avant notre ère, un de ces peuples celtes germanisés, les Suèves, avec leur chef Arioviste, se rendit en conquérant jusqu'au centre de la Gaule romaine. Il fut chassé par César et se replia sur la rive droite du Rhin, en Germanie, patrie des barbares. Arioviste parlait le gaulois aussi bien que sa propre langue. L'organisation politique des Suèves, qui est un nom d'origine celtique, était celle des Celtes et leur religion celle des Druides. Ce sont les Suèves qui, les premiers, se virent attribuer le nom de Germains. Les Sakas, qui au cours de cette première invasion scandinave franchirent le Rhin vers l'ouest, pénétrèrent pour la première fois dans le territoire de la France actuelle et s'arrêtèrent à la hauteur de la ville de Beauvais en Picardie et de la ville de Reims en Champagne-Ardenne. En se mêlant aux Belges, les Germains, en nombre inférieur, adoptèrent leur nom pour former des Celtes régénérés ou Belges de seconde formation. Aussi, les tribus germaniques seront reconnues comme les populations métissées les plus vivaces du territoire des Belges. La Gaule belgique, soit le nord-ouest de la France actuelle, la Belgique et une partie des Pays-Bas et de l'Allemagne actuelle à l'ouest du Rhin. Plus tard, d'autres Scandinaves firent la conquête, à partir du Danemark, des peuples cimbres ou celtes du nord de l'Allemagne jusqu'au Rhin, incluant ces Belges germanisés. Les plus nobles fuyèrent et s'exilèrent alors plus au sud. Ces nouveaux Scandinaves formèrent donc de nouveaux peuples mixtes, germains-celtes, plus aryanisés que les Belges pour la plupart, car ils apportèrent des dénominations nationales nouvelles au sein des masses celtiques qu'ils conquirent. En résumé, les Germains étaient le résultat d'un métissage à partir du 1er siècle entre les Aryens du Nord, c'est-à-dire les Sakas de Norvège ou Scandinaves, et peut-être les Kétas de Suède, les Goths, le long de la Vistule en Pologne, avec les Celtes gaulois de l'Ouest et les Slaves de l'Europe de l'Est. Les Germains disparurent avant le Xe siècle. Deuxième vague migratoire, les Francs. Les Francs seront à l'origine de la deuxième vague d'émigration des Sakas en France et régénéreront le sang des peuples germanisés. Dans la langue nationale des Francs, le francique, le mot franc signifie libre. Les Francs étaient des hommes libres. Dans le célèbre poème épique de Beowulf, les Francs portaient le nom de Huga.
Ce n'est qu'en l'an 241 de notre ère que le nom de Franc apparaît. Ni Jules César, dans ses mémoires, ni l'historien latin Tacite n'ont parlé des Francs comme tels. Dans leurs écrits, il est plutôt question des Cates, des tribus franques qui vivaient sur le territoire de l'Allemagne actuelle, d'ouest en est, de Francfort à Beyrouth, jusqu'à la mer du Nord, ainsi que le territoire compris entre le fleuve Elbe et le fleuve Oder, sur les côtes de la mer Baltique. Outre les Cates, le rameau scandinave franc comprenait plusieurs autres tribus, dont les Merowings, les Chauques, les Ampsuaires, les Bataves, les Chamaves, les Bructères et les Sicambres. Vers le 1er siècle, la tribu royale franque, le clan sacré qui fournit des rois aux Francs, émigre vers le sud. Elle habite d'abord un territoire entre les embouchures de l'Elbe sur la mer du Nord et de l'Oder sur la mer Baltique. Ce sont les Merowings, les illustres guerriers. Par la suite, ils pénètrent dans un territoire que les Romains appelaient Champ d'Écumen, qui était un territoire d'État de près de 445 km, occupé par des colons, moyennant un impôt du 10e du revenu. Ils se dirigent alors vers l'embouchure du Rhin, sur la mer du Nord, remontent le long des deux rives et, en l'an 251, chassent les Romains des territoires d'Écumate où ils décident de s'implanter. Vers le 3e siècle, dans le bassin inférieur du Rhin, des peuplades germaniques s'étaient regroupées pour mieux s'opposer aux Romains qui dominaient toujours l'axe du fleuve, mais avec moins de puissance qu'auparavant. La décadence se faisait sentir. La région avait été dévastée par des invasions antérieures et l'armée romaine s'était avérée peu apte à les endiguer. Les populations celtes, qui peuplaient les campagnes et formaient la paysannerie, avaient été chassées ou décimées. La nourriture risquait de manquer. L'armée romaine manquait d'effectifs. Profitant de la situation, les Francs pousseront l'audace jusqu'à offrir leurs services comme soldats et officiers dans l'armée romaine. Ensuite, ils installeront leurs propres colons sur les terres abandonnées par les Celtes, envers et contre l'opposition romaine. Finalement, ils s'instruiront des connaissances et de l'expérience des Romains en matière de droit, d'administration, de politique, d'organisation et de logistique militaire. À s'instruire de l'expérience des autres, on apprend plus vite. Après avoir pénétré dans le système romain en profondeur, les Francs poursuivirent leur progression territoriale d'est en ouest. Ils franchirent le Rhin tout en conservant leurs acquis au confluent de la Rure et de la Lippe. De là, ils progressèrent vers les Flandres et le bassin de la Seine. Toujours en suivant les plaines, ils conquirent les régions qui devinrent les centres de gravité de la France actuelle. Après avoir consolidé tous leurs acquis, ils chassèrent les Romains sans cérémonie. Toute cette progression s'acheva en 2 siècles ou 10 générations. Lorsque Clovis devint roi, il poursuivit les mêmes continuités et conquit les 3/4 de la Gaule romaine et une partie de l'Allemagne actuelle. Cette pénétration de l'Empire romain par les Francs s'était fait sans bruit, disloquant l'Empire par l'intérieur. Ces Francs, qui franchirent le Rhin d'abord et conquirent la Gaule ensuite, étaient des Francs saliens de Neustrie. Les Francs de la mer, ou Saliens, de l'ancien latin sal, salis, qui signifie la mer, étaient un groupe de tribus franques qui habitaient les bords de la mer entre l'embouchure de la Somme, en Picardie, et de l'Escaut, aux Pays-Bas. À partir de 389, ils servent d'armée frontalière à l'Empire romain et parlent à la fois le haut-allemand, la langue des Germains des montagnes du sud de la Germanie, et le latin, la langue des Romains. Leur langue d'origine, le francique, était plus proche de l'actuel néerlandais que de l'allemand. Elle disparaîtra au profit de la langue d'Oïl, la langue romane qui s'est développée dans la partie nord de la France. Elle prendra le nom de François à partir du XIIe siècle et finalement le français
qui deviendra la langue de la diplomatie en Europe et la langue nationale des Canadiens français. Ces Francs de la mer, qui formèrent la branche franque de notre arbre généalogique, donnèrent également à la France sa première dynastie de rois avec Clovis Ier, de son nom francique Lodwig, illustre guerrier, qui deviendra Louis en français. Cette dynastie dite mérovingienne tire son nom de Mérové ou Mérovec, roi des Francs-Saliens. Le premier personnage historiquement attesté de cette dynastie est Clodion, vers 460. Viennent ensuite Mérové et Childéric, qui furent respectivement le grand-père et le père de Clovis Ier. C'est en 481 que Clovis accède au trône des Francs-Saliens et épouse Clotilde, une princesse franque burgonde et chrétienne. Ce fut la première d'une série de transgressions à la loi du sang, puisque jamais encore on ne s'était marié en dehors de la tribu. Clovis fit également le choix pour ses enfants de mariage interethnique. C'était une stratégie utile pour quelqu'un qui voulait élargir ses alliances et son territoire. Des considérations démographiques joueront également un rôle déterminant dans l'attitude des Francs envers les Gallo-Romains. En effet, la France de cette époque comptait environ 1 Franc-Salien pour 50 Gallo-Romains. La conversion au christianisme, l'adoption de la langue ainsi que les us et coutumes romaines allaient conduire les Franc-Saliens à renoncer peu à peu à l'esprit allemand, caractéristique cardinale des peuples germaniques. Ils deviendront de plus en plus étrangers aux Francs rhénans et entreront dès le 7e siècle dans un conflit sans fin avec le peuple le plus germanique et anti-romain, les Saxons, dont le nom vient du sanskrit Sakasuna, qui veut dire « fils des Sakas ». Ils s'installèrent vers l'an 150 sur les bords de l'Elbe, le territoire qui forme actuellement la Basse-Saxe en Allemagne. En 287, une partie d'entre eux envahit la Grande-Bretagne et ils y reviendront en 450 avec les Angles. Jamais ils ne se mêleront aux masses romaines. Les Mérovingiens ont régné sur une grande partie de la France actuelle depuis l'époque de Clovis jusqu'à leur éviction par la dynastie carolingienne en 751. Roi des Francs-Saliens, Clovis unifia le peuple franc et conquit la majeure partie de la Gaule. À sa mort, ses 4 fils se partagèrent ses conquêtes en lots égaux, mais ils continuèrent aussi sa politique d'expansion. Le royaume agrandi fut réunifié à l'époque de Clotaire Ier et partagé de nouveau à sa mort. 4 grandes régions se constituèrent alors, dont les frontières fluctuèrent par la suite. Au nord-ouest, la Neustrie, domaine des anciens Francs-Saliens. Au nord-est, l'Austrasie, territoire de ceux qu'on nommait les Francs du Rhin. Au sud-est, la Burgondie, en majorité peuplée, malgré son nom, de Gallo-Romains, et au sud-ouest, l'Aquitaine, également de population gallo-romaine. En 1789, au début de la Révolution française, l'État français n'était pas un pays neuf. C'était déjà un pays adulte. Ses premières fondations remontent au 5e siècle avec les dynasties mérovingiennes puis carolingiennes. Il poursuit son édification au sein des dynasties des Capétiens, des Valois et des Bourbons et arrive à maturité sous le règne de Louis XIV et son ministre Colbert, connu pour avoir créé en Nouvelle-France les fondements du futur État des Canadiens français en 1663. L'Austrasie est à l'origine de la 2e dynastie franque, celle des Carolingiens, issue de puissantes familles franques établies entre le Rhin et la Moselle dans l'actuel Brabant, province au centre de la Belgique. Elle surgira de la famille des Pépinides de Pépin l'Ancien, dit aussi Pépin de Landen, et son petit-fils Pépin de Herstal. En 721, Charles Martel, bâtard de Pépin de Herstal, est le véritable fondateur de la dynastie carolingienne,
de Carolus en latin, c'est-à-dire Charles. C'est cependant son fils, Pépin le Bref, qui donna à la dynastie naissante le titre royal en 751, lorsqu'il déposa le souverain mérovingien Childéric III et se fit élire roi à sa place. C'était le début d'une politique expansionniste qui fut poursuivie par son fils aîné Charles Ier, le grand Charlemagne. Avant d'être couronné empereur des Romains par le pape en l'an 800, alors simple roi des Francs, Charles se rend maître du nord de l'Italie, forme le royaume d'Aquitaine, vassalise la Bavière, rattache la Saxe à l'État franc en 796 et les Saxons en 804. En 789-790, il avait aussi créé une marche d'Espagne et une marche de Bretagne. Après son sacre, Charlemagne se contenta d'administrer l'Empire depuis sa résidence d'Aix-la-Chapelle. L'unité de son empire lui survécut une génération, soit jusqu'au partage de Verdun en 843, qui divisa l'Empire en 3 régions entre les fils de Louis le Pieux. Charles le Chauve reçoit la Francie occidentale, appelée France vers l'an 1200. Lothaire Ier, à qui échoua le titre impérial, reçoit la Francie médiane ou Lotharingie, qui s'étend du centre de l'Italie à la Frise sur la mer du Nord. Louis le Germanique reçoit la Francie orientale, appelée aussi Germanie, noyau du futur Saint-Empire romain germanique. Après 887, le titre impérial fut périodiquement porté par les rois de Germanie, puis relevé dans un autre cadre par les Ottoniens en 962 sous le nom de Saint-Empire romain germanique. Dans le temps, on peut le situer entre l'Empire carolingien et le Congrès de Vienne, qui, en 1815, mit fin aux guerres napoléoniennes. Il s'agit d'une période de 600 ans qu'on peut qualifier de période formative de l'Allemagne moderne. Les Francs furent donc à l'origine de la fondation de 2 grands États, le Royaume de France et l'Allemagne. Le premier est né dans le Neosterreich, le territoire des soumis de l'Ouest, c'est-à-dire la Neustrie des Francs saliens, et le deuxième naîtra dans l'Osterreich, le territoire des soumis de l'Est, c'est-à-dire l'Austrasie des Francs ripuaires ou rhénans, qui, en s'enfonçant toujours plus à l'est, se retrouvèrent là où l'ancien sang germanique existait à son plus haut degré de verdeur. En 843, lors du partage de Verdun, la Neustrie et les territoires conquis par les Francs saliens en Gaule deviennent la Francie occidentale, le royaume de Charles le Chauve, alors que l'Austrasie et une bonne partie des territoires conquis par les Francs rhénans deviennent la Francie orientale de Louis le Germanique. De siècle en siècle, ces 2 royaumes se disputeront la Francie médiane de Lothaire, la Lotharingie. De nos jours, la France et l'Allemagne comptent parmi les nations les plus puissantes d'Europe. Elles ont annexé des régions de part et d'autre de la Lotharingie. Les territoires restants de la Francie médiane forment aujourd'hui les Pays-Bas, la Belgique, le Luxembourg, la Suisse et le nord de l'Italie. Troisième vague migratoire, les Normands. Après la vague franque, une troisième grande vague migratoire scandinave fut entreprise vers cette même France, cette fois par les Normands. Ces hommes du Nord, qui s'appelaient eux-mêmes Vikings, nom dérivé de Vik, ces étroites baies où s'abritaient leurs villages, participèrent au IXe siècle à une formidable expansion commerciale, guerrière et colonisatrice. Pour des raisons de commodité, on a étendu le nom de Viking à tous ces peuples du Danemark, de la Norvège et de la Suède. De 810 à 911, ils sèmeront la terreur dans toute l'Europe en s'aventurant à l'intérieur des terres, le long des voies navigables qu'ils sillonnent avec leurs dracars. Vers l'est, l'invasion viking est menée par les Varegs de Suède ou Russes.
Ces derniers prirent le contrôle de villes comme Novgorod et Kiev pour fonder la Russie. À partir de la Norvège, les Vikings colonisèrent les îles voisines de la Grande-Bretagne, y compris les îles Féroé, et s'établirent en Écosse et en Irlande. À partir de 870, ils peuplèrent les vallées d'Islande et plus tard, ils se rendront au Groenland et même jusqu'à Terre-Neuve en Amérique du Nord. À partir de 865, les Normands du Danemark envahirent la Grande-Bretagne afin de s'y établir à demeure. Ils occupèrent un vaste territoire appelé Danelaw, c'est-à-dire la partie de la Grande-Bretagne où s'appliquait la loi des Danois. Toujours à partir du Danemark, 8 000 à 10 000 Normands attaquèrent également les royaumes francs. À partir de 840, les Normands semèrent régulièrement la panique sur la Seine, la Loire, la Garonne et le Rhône. L'affaiblissement progressif de la dynastie carolingienne favorisa leurs incursions profondes en territoire franc. En 886, ils assiégèrent Paris et en 911, Charles III le Simple céda à Rollon le Viking, par le traité de Saint-Clair-sur-Epte, le comté de la Basse-Seine qui prendra le nom de Normandie. Le Danois Rollon, chef des Normands de France, reconnaissait alors Charles comme souverain en devenant son vassal, se fit baptiser et prit le nom de Robert Ier, duc de Normandie. C'était le triomphe des invasions normandes. Outre la pression démographique, un des éléments déclencheurs des invasions normandes sur le territoire de la Grande-Bretagne et de la France actuelle fut l'attaque de Charlemagne contre la péninsule danoise en 808. Charlemagne fut alors arrêté par une ligne de fortifications et les Vikings contre-attaquèrent sur les côtes franques et anglo-saxonnes. Peuplé à l'époque celtique, entre autres par les Évreux, les Bayeux, les Lisieux et les Avranches, le territoire de l'actuelle Normandie faisait partie, au IVe siècle, sous la domination romaine, de la deuxième lyonnaise dont la métropole était Rouen. Conquis par Clovis, ce territoire devint une partie du royaume de Soissons, puis de la Neustrie, dont elle finit par garder le nom. Les Normands renouvelèrent donc le sang de la province française de Neustrie et lui apportèrent une supériorité ethnique bien appréciable sur d'autres contrées de la Gaule. Christianisés, les Normands s'assimileront à la civilisation du Moyen Âge occidental et fonderont l'État normand, l'État le plus avancé de toute l'Europe du Moyen Âge. La Normandie fut le pays le mieux administré et bientôt le plus prospère de l'Occident. En 1066, le roi Harald le Sévère de Norvège, qui cherchait à s'emparer du trône d'Angleterre, débarqua dans le Yorkshire, mais fut battu à Stamford Bridge par l'armée saxonne du roi Harold d'Angleterre. En même temps, Guillaume II le Bâtard, duc de Normandie, débarqua dans le sud. Par la suite, il rencontra l'armée saxonne et la battit à Hastings. Le roi Harold fut tué. Le jour de Noël de la même année, Guillaume, qui ne parlait pas anglais, se fit couronner en tant que William I, King of England. Désormais, la cour d'Angleterre, la justice et l'administration parleront français car les Normands, sous l'influence proche des Francs, avaient été latinisés et francisés. Le duché d'Angleterre passa ensuite par mariage aux Plantagenets, comtes d'Anjou et du Maine. En 1154, l'union de l'Angleterre, de l'Anjou et de l'Aquitaine à la Normandie par Henri II, pour former un seul royaume, fit des ducs normands des vassaux du roi de France plus puissants que leurs suzerains. Même la géographie favorisait cette union de l'Angleterre à la Normandie avec son climat souvent pluvieux et humide. C'est ce royaume dont hérita Richard Cœur de Lion, royaume qu'il passera plus tard à son frère Jean Santerre,
et qui sera confisqué en 1204 par Philippe Auguste. Par la suite, en 1332, Philippe VI de Valois le donna en apanage à son fils Jean II, qui, en 1351, le donna à son fils Charles V, qui le conserva. Le territoire normand fut conquis par les Anglais en 1419 par la prise de Rouen, puis repris par Charles VII en 1450. À l'origine, les Normands parlaient le norsk, le norrois, une langue germanique apparentée au nynorsk, langue encore parlée dans les campagnes de Norvège. En France, le norrois a été l'un des principaux dialectes romans, c'est-à-dire de la langue d'Oïl, qui était parlé non seulement en Normandie, mais dans l'Anjou, le Maine, le Perche, de même qu'en Poitou et en Saintonge. Transporté en Angleterre avec l'expédition de Guillaume le Conquérant, le norrois forma avec le vieil anglais, l'anglo-normand, longtemps parlé à la cour des rois anglais, et qui, combiné avec le saxon, donna l'anglais moderne. En Angleterre, après leur conquête, les Normands ont bel et bien fondé l'État anglais, assez solide pour devenir la base d'un des plus grands empires de l'histoire du monde. Ils ont préparé le Domesday Book, premier effort de systématisation de l'économie anglaise. Ils introduisirent la Magna Carta, la grande charte des libertés anglaises. Ils développèrent un commerce fructueux avec la France maritime, la France de nos propres ancêtres. Ils introduisirent dans les îles britanniques un droit coutumier qui est encore en usage aujourd'hui. Ils exécutèrent de nombreux travaux publics, construisirent des monastères, des cathédrales qui font encore de nos jours l'étonnement du monde. Les Normands ont quand même fini par perdre l'Angleterre parce que leurs efforts visant à coloniser ce pays demeurèrent inefficaces. Personne, ou presque, en France, ne voulut aller s'établir en Angleterre, pays pluvieux, froid et misérable. La violente oppression exercée par les Normands pour garder leur mainmise sur l'Angleterre ajouta une couche au ressentiment des Saxons à l'endroit des Francs et des Normands du Danemark, si bien qu'après 3 siècles, au moment où les Saxons avaient repris le dessus sur les Normands et enlevé tout pouvoir aux seigneurs normands, Henri VIII, que les Saxons appelaient Great Harry, fit massacrer les Normands restés sur place, bien que ceux-ci étaient déjà anglicisés et assimilés à l'Angleterre. Au XIe siècle, des aventuriers normands, comme Robert Guiscard, fondent les États de l'Italie du Sud, qui, quelques siècles plus tard, deviendront le royaume des 2 Siciles. De là, ils lanceront des expéditions contre les Maures et les Turcs. Revenons aux Normands qui ont formé une partie de notre filiation généalogique. Bien que les Normands vikings soient déjà venus sur la côte du Labrador et à Terre-Neuve, et que Jacques Cartier, en 1535, ait découvert le Canada de la vallée du Saint-Laurent, ce n'est qu'à partir de 1608, lors de la fondation du premier établissement français par Samuel de Champlain, que l'émigration normande française s'amorcera pour fonder la Nouvelle-France. En tant que Français, les Normands commencèrent à peupler la vallée du Saint-Laurent au début du XVIIe siècle et formèrent le noyau de la future nation canadienne du Canada de la Nouvelle-France. Les Normands, ayant été les premiers à prendre racine en Nouvelle-France, le fond normand s'est donc fixé en premier, avant toutes les autres régions françaises. Et c'est lui qui a donné le moule dans lequel s'est formée la nation des Canadiens français. Au moment de la création du Conseil souverain, en 1663, 7 habitants sur 10 en Nouvelle-France appartiennent à la même souche, la souche normande et percheronne. Venus de France, 8500 émigrants fondateurs ont fait souche dans la vallée du Saint-Laurent, le Canada de la Nouvelle-France, pour donner naissance à notre nation, la nation canadienne-française. Ils sont les ancêtres des dizaines de millions de Canadiens français d'Amérique du Nord, assimilés ou non, incluant bien sûr les 6 millions de Canadiens français qui se disent québécois. Un fait important s'impose en terminant. Les colons venus fonder en Amérique une Nouvelle-France n'ont pas quitté leur pays d'origine dans un accès de révolte,
leurs semelles levées contre une marâtre qui les aurait contraints à l'exil. À aucun moment, ils n'ont rompu avec la mère patrie le lien ombilical. Selon un beau mot de l'époque, l'établissement français au Canada prit la forme d'un provignement, transplantation d'une bouture, d'un tronçon de la tige mère sur la terre neuve d'Amérique.